Salut, c'est Perrine et Mathieu. Nous sommes allés à Ollantaytambo et comme vous allez le voir, on aime beaucoup les pierres. Donc je vais faire deux versions pour cette vidéo, je pense. Une version courte avec juste les paysages pour ceux qui ne sont pas intéressés par l'histoire et par les mystères du monde. Et je vais faire une version plus longue où je vais montrer les pierres des bâtisseurs. Qui sont, vous savez, ces fameuses constructions qu'on trouve partout dans le monde, c'est-à-dire Pérou, Bolivie, l'île de Pâques, l'Égypte, on en trouve en Inde, en Angkor-Wat, enfin on en trouve un petit peu partout dans le monde. On ne sait toujours pas aujourd'hui comment ça a pu être construit. Donc il y a plein de théories différentes, selon les sites et les pays. C'est daté entre jusqu'à moins 12 000 avant Jésus-Christ et 1700 par exemple sur l'île de Pâques. Comme on ne peut pas dater la pierre, en fait on teste les sédiments trouvés sous la pierre ou les choses qu'on trouve autour et c'est à partir de ça en fait qu'on date les murs. Pour nous et pour beaucoup de gens qui se sont penchés sur le sujet, celle qui se rapproche le plus de la vérité à mon sens, ce sont les chercheurs de vérité qui se sont penchés sur l'Égypte. L'Égypte où l'histoire officielle est un petit peu une aberration hein, parce que elle est totalement illogique et c'est impossible d'ailleurs. On le voit parce que l'histoire officielle change régulièrement hein, tous les, je sais pas moi, par exemple il y a 10 ans l'histoire officielle de comment ont été construites les pyramides n'est pas du tout la même que celle qui se raconte aujourd'hui et je pense que dans 10 ans elle sera encore différente parce qu'il y a toujours des scientifiques qui arrivent pour dire mais non ce que vous dites là c'est pas possible, donc le temps que ce soit accepté, le temps qu'ils trouvent une autre théorie, etc. Enfin bref, si on est allé au Pérou c'est aussi un petit peu pour ça, c'est-à-dire pour voir les murs des bâtisseurs, pour voir si tout ce parce qu'on étudie un petit peu le sujet depuis maintenant 3 ans on va dire, on sait parce qu'on a fait des recherches sur le sujet que c'est impossible à faire à la main et c'est pour ça en fait qu'on est tellement excité et qu'on est vraiment heureux de pouvoir les voir, les toucher et les constater de nos yeux, tout ce qu'on a pu voir précédemment dans des reportages en fait. Voilà. Je voulais juste attirer votre attention sur quelque chose. En fait, ils veulent nous faire croire que les gens qui ont construit ce mur, vous voyez, avec des pierres qui font jusqu'à 8 tonnes et qui viennent de plus de 8 km monter en haut de la montagne, ce sont exactement les mêmes gens qui ont construit ces murs-là, avec des pierres qui viennent d'ici et ajustées n'importe comment. Hop, vous voyez la différence ? Apparemment, eux, ils ne voient pas la différence, mis à part que les Incas voulaient juste faire de l'esthétisme sur certains murs. Voilà. Donc ces murs-là ont été construits par les mêmes personnes qui ont fait ces escaliers. Et après, ils ont fait des murs comme ça. Vous voyez ? Là, sur cet exemple, on voit assez bien parce que la pierre en bas c'est un petit peu abîmée, elle peut tomber à force et on voit la découpe en fait de la pierre de-dessus. On voit qu'elle est totalement plate, totalement lisse. Ce qui veut dire que ça a été découpé. On voit clairement ici, même au niveau du rocher, on voit une découpe. Donc ça a été découpé avec quelque chose comme une genre de scie ou quelque chose, mais en tout cas ça n'a pas pu être taillé. On peut pas le tailler, on peut pas tailler de cette manière-là. On voit même là la trace de la découpe. Il y a une découpe, donc ils ont découpé ces pierres avec. Est-ce que tu es en train de nous dire que l'histoire officielle, comme quoi ça a été fait avec un marteau et un burin, est fausse? Disons que je suis pas un spécialiste des pierres, mais je vois pas comment on peut faire ça avec un marteau et un burin. Et puis chez eux, moi, quand je vois une trace de découpe, c'est une trace de découpe. Peu importe qu'on peut me dire qu'il n'y avait pas de scie à cette époque-là, moi je vois une trace de découpe, donc pour moi ça a été coupé, quoi. Ces blocs font plus de 80 tonnes, coupés impeccablement, et ils viennent de l'autre côté de la montagne là-bas. Voilà. Je ne suis pas historienne, mais je voudrais donc partager avec vous l'histoire que nous racontent les guides. Vous voyez les blocs que je vous ai montrés tout à l'heure, donc ils font quand même 80 tonnes. Hein. Et ils ont été
coupé derrière cette montagne-là, c'est-à-dire de l'autre côté de cette montagne-là. Et donc, ce qui nous explique qu'ils ont coupé ces blocs là-bas. Et ensuite, sur des rondins avec des cordes, ils les ont poussés de l'autre côté de la montagne. Ils les ont fait descendre sur cette rampe dans la vallée. Ils ont traversé la rivière avec des rondins et des cordes, des blocs de 80 tonnes. Et ensuite, ils les ont fait remonter cette montagne jusqu'en haut, parce que là, on est quand même très très haut comparé à en bas. Et tout ça sur des rondins avec des cordes. Et à côté de ça, ils font des constructions comme ça. Voilà. Donc ça, ce sont les habitations Inca. Les routes Inca sont comme ça. Les greniers, l'architecture Inca ressemble à ça. Mais on ne sait pas pourquoi ils ont fait des murs, comme je vous ai montré tout à l'heure, de manière absolument parfaite, uniquement pour faire quelques murs esthétiques. Est-ce que ça vous semble cohérent ? Parce que moi, je pense qu'à un moment donné, quand même, je veux bien qu'ils attribuent tout le mérite aux Incas, mais ils nous prennent un peu pour des cons quand même. On vient de trouver la solution, un guide anglais qui passait par là et qui nous a expliqué qu'en réalité c'était tout à fait possible parce qu'ils utilisaient de l'huile végétale pour lubrifier les rondins de manière à ce que les blocs de 80 tonnes roulent mieux sur les rondins. Voilà, on aurait dû y penser, en fait c'était totalement évident, ils utilisaient du lubrifiant. On a tout le temps ce moins 12 degrés, ça veut dire qu'on est sur une surface qui est parfaitement lisse. Bon, ça bouge un peu parce que forcément il y a eu un peu d'érosion et ça a quand même bougé un peu, mais sinon on est sur quelque chose de lisse, quoi. On vient d'avoir une autre explication venant d'un autre guide. En fait, c'est parce que c'était des fous de Dieu. Et donc, quand on est fou de Dieu et qu'on fait ça par dévotion, on travaille beaucoup plus fort et beaucoup plus dur. À Aguascalientes, nous avons pris le bus pour monter au Machu Picchu et c'était une expérience tout à fait surprenante. Oui, franchement c'est magnifique là. On faisait la réflexion, on a l'impression d'être dans Avatar, c'est-à-dire d'avoir ces montagnes en pic, pleines de végétation. De végétation amazonienne, parce qu'on a vraiment l'impression de se trouver dans la forêt amazonienne à certains moments. Et le Machu Picchu, c'est juste... comment dire, majestueux en fait. C'est vraiment immense, c'est d'une beauté... Ouais, c'est ce qu'on s'est dit hier, on n'a pas vraiment de mots en fait pour le décrire, c'est juste... c'est même pas vraiment... On peut montrer des photos, on va vous montrer des images de ce qu'on a filmé, de ce qu'on a photographié, mais... Ce sera jamais comme la réalité. Voilà, il faut... Et puis il y a une, comment dire, il y a une ambiance là-bas, il y a une atmosphère, une énergie sur le site qu'il faut ressentir au moins une fois, je pense. Ouais. Hein, c'est quelque chose de vraiment exceptionnel. Ouais. Nous avons pris le train jusqu'à Aguascalientes. On va manger et puis on va monter cet après-midi au Machu Picchu.
retourne donc demain matin, on se lève à 4h30 pour y aller à la première heure pour pouvoir faire une méditation au lever du soleil sur le Machu Picchu. Donc oui, on est motivés. Ok, à demain. À demain.